Regardez À Tout Santé avec l'Institut Paoli-Calmettes et relevons ensemble le défi rose contre le cancer du sein. Bonjour et bienvenue dans À Tout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, vous savez, c'est Octobre Rose et nous allons parler du cancer, de la sexualité et de l'intimité. Alors chaque année en France, 48 000 femmes découvrent qu'elles ont un cancer du sein, 4 500 qu'elles ont un cancer de l'ovaire et 3 400 d'un cancer du col de l'utérus. Et plus que tout autre, ces cancers féminins peuvent être pris en charge précocement grâce à une surveillance régulière. Aujourd'hui, un dépistage précoce permet de guérir plus de 90% des cancers du sein en particulier. Quels sont les cancers féminins? Quels sont les traitements? Comment reprendre une vie normale après le cancer? Eh bien, nous allons aborder tous ces sujets. Donc, dans la première partie, nous aborderons la problématique du diagnostic et de la prise en charge. Et puis, nous irons dans un reportage à l'Institut Paoli-Calmettes à la rencontre des spécialistes Éric Lambaudy et Magali Provençal. Le professeur Xavier Fleischer, notre expert, nous parlera, parce qu'il ne faut pas les oublier, du cancer de la prostate. Et dans la seconde partie de l'émission, nous parlerons plus de l'intimité, de la sexualité face au cancer. Notre chronique pédagogique, c'est bien sûr Hervé Collado avec l'intérêt de l'activité physique et du cancer. Et enfin, nous terminerons notre émission avec la revue du web par Fanny Mazméjean. Alors, sur le plateau d'À Tout Santé, j'ai la joie d'accueillir le docteur Catherine Nogues, qui est oncogénéticienne à l'Institut Paoli-Calmettes. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci d'être là. Le docteur Magali Provençal, qui est gynécologue spécialisée en oncologie. Bonjour. 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 Madame Lily Son, qui est une patiente, qui est aussi auteure de bande dessinée La guerre des tétons. Bonjour Lily. Bonjour. Et notre chroniqueur Xavier Fleischer. Merci, bonjour. Bonjour Martine. Voilà, merci d'être là. Alors, docteur Provençal, dans cette première partie d'émission, nous allons évoquer les cancers féminins. On parle beaucoup du cancer du sein, mais est-ce que les femmes sont bien informées sur les autres cancers? Il y a beaucoup d'informations sur le cancer du sein, mais les autres cancers, est-ce qu'on en parle? Cancer du col, cancer de l'utérus, cancer de l'ovaire? Oui, justement, on en parle moins parce qu'ils sont moins fréquents et donc touchent moins de patientes. Par contre, il y a un test de dépistage pour le cancer du col. C'est pour ça qu'il est important d'en parler pour que les patientes puissent faire justement ce dépistage. Pour le cancer, les autres cancers, cancer de l'utérus, de l'endomètre et le cancer de l'ovaire, en revanche, il n'y a pas de test de dépistage, mais il faut être vigilante s'il y a des signes cliniques qui peuvent faire suspecter ce type de cancer. Il n'y a pas de campagne de sensibilisation aujourd'hui pour ces cancers féminins qui ne sont pas des cancers du sein? Et justement, en France, il n'y a pas vraiment de campagne comme Octobre Rose pour le cancer du sein, parce que c'est moins fréquent. En revanche, dans d'autres pays comme le Canada, il y a le mois Septembre turquoise où on parle plus des cancers gynécologiques de la femme, comme le cancer de l'utérus notamment et de l'ovaire. Écoutez, de toute façon, aujourd'hui, dans À Tout Santé, on va parler de tous les cancers féminins et ça va nous permettre effectivement aussi de sensibiliser nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, bien sûr, à cette problématique. Alors, je vais vous proposer de visionner tout d'abord un reportage présenté par Patrick Loez. Chaque année, le mois d'octobre se pare de rose et se sensibilise principalement autour du cancer du sein. Mais ce mois permet également de mettre en avant les cancers gynécologiques ou féminins. Cancer du col de l'utérus ou encore cancer de l'ovaire sont souvent oubliés, mais bien présents puisqu'il y a plus de 6 000 nouveaux cas par an en France. Il y a 3 principaux cancers gynécologiques, donc le cancer du col de l'utérus, qui est souvent donc en rapport avec l'HPV qui est contracté la première année qui suit les rapports sexuels et qui survient en général vers 40 ans. Le deuxième cancer gynécologique, c'est le cancer de l'endomètre, de la muqueuse de l'utérus, qui souvent survient après la ménopause et se manifeste par des saignements après la ménopause. Et le troisième principal, c'est le cancer de l'ovaire, qui souvent est diagnostiqué à un stade plus tardif, les ovaires étant dans la cavité abdominale, le diagnostic est en fait du coup de manière plus tardive. J'ai 61 ans, je suis suivie à l'IPC depuis septembre 2010 pour un cancer des ovaires. Ma mère est morte à 60 ans d'un cancer des ovaires. Alors autant vous dire que je me suis fait suivre très régulièrement pendant toute ma vie de femme et de maman, et puis jusqu'à, voilà, toujours.
Là, moi, j'en suis à ma 6e ligne de chimiothérapie. Donc, j'en ai eu une en 2010. Après, j'ai eu une récidive, enfin une récidive en 2012. Là, j'ai eu une chimiothérapie intrapéritonéale. Et puis après, j'ai eu ben, régulièrement, ben, je suis suivie tous les 3 mois. La chance que j'ai eue, enfin la chance qu'on a quand on est suivi ici, c'est aussi qu'on a un scanner de contrôle tous les 3 mois. Je me sens bien, on fait des projets. Voilà, je vis pas au jour le jour non plus, mais voilà, la prise en charge médicale et la prise en charge psychologique est très importante aussi. Et vraiment, on a des personnels très à l'écoute de nos problèmes, si on en a. Le rôle du chirurgien à l'Institut Paoli-Calmettes ne se résume pas à l'acte chirurgical. La prise en charge de la patiente, c'est une prise en charge globale qui débute au moment de la consultation d'annonce, donc au moment de la consultation préopératoire, où on va expliquer à la patiente l'ensemble de son parcours, préopératoire évidemment, mais aussi péropératoire et après l'intervention. On va lui expliquer l'ensemble de sa prise en charge chirurgicale et on va également lui expliquer ce qui va se passer par la suite comme traitement adjuvant. Donc c'est en quelque sorte lui expliquer son parcours personnel. Alors sur le plateau d'Atout Santé, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le thème abordé aujourd'hui, c'est Octobre Rose, c'est le cancer, c'est les cancers féminins, c'est l'intimité et c'est la sexualité. Alors docteur Catherine Nogues, je voudrais vous poser quelques questions, notamment est-ce que le cancer du sein est héréditaire? Quel est le rôle de la génétique dans le cancer du sein? Beaucoup de femmes se le demandent. Alors si c'est génétique au sens possiblement transmissible d'une génération à l'autre, c'est rare, c'est très très rare. C'est à tout casser 5% de l'ensemble des cancers du sein qui peuvent être expliqués par ce type d'anomalie génétique. Donc qui confère une prédisposition à développer le cancer du sein par exemple, souvent un cancer de l'ovaire aussi. Donc voilà, ça reste un petit pourcentage. Mais comme c'est une maladie fréquente, ça a été rappelé dans le reportage et par vous-même, bah forcément ça finit par faire du monde tout de même. Alors donc si ma mère a eu un cancer du sein, moi j'en aurais pas un forcément. Non. Non, c'est pas la peine que je me surveille plus. Surtout si votre maman a fait son cancer du sein à un âge largement après la ménopause ou dans la moyenne, ça augmente pas beaucoup votre risque à vous de développer un cancer du sein. Et dans le cas du cancer de l'ovaire, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques? Oui, il y a aussi des facteurs héréditaires dans le cancer de l'ovaire. Je crois que dans le reportage, oui. La dame disait très bien qu'elle avait un cancer de l'ovaire et que sa mère avait fait la même chose apparemment. Donc comme c'est un cancer plus rare, le cancer de l'ovaire, bah, deux dans une même famille, oui, ça mérite en tout cas d'être adressé, que la famille soit adressée en oncogénétique, parce qu'il y a probablement un test génétique à proposer dans cette famille. Surtout pour un cancer qui ne se dépiste pas toujours très facilement. Justement, docteur Magali Provençal, est-ce qu'on peut dépister précocement le cancer de l'ovaire? Et à quel moment faut-il s'inquiéter? Est-ce qu'on pourrait améliorer le pronostic avec un dépistage plus précoce? Non, justement, c'est un petit peu le problème, c'est qu'on n'a pas pu mettre en place de tests de dépistage, d'abord parce que c'est un cancer un peu fréquent, et que même si on fait une prise de sang et une échographie tous les ans, mais en fait, les études ont montré que le cancer se développer entre 2 examens de surveillance, parce que ça évolue assez rapidement. Donc pour l'instant, pas de test de dépistage dans cette indication. Alors quand est-ce qu'il faut s'inquiéter alors? Alors le cancer de l'ovaire, justement, il se fait en fait un diagnostic tardif parce que les ovaires sont dans l'abdomen et les signes sont assez tardifs. C'est en général des douleurs abdominales qui sont soit un peu bâtardes et qui font errer le diagnostic. Et la patiente est souvent adressée chez le gastro-entérologue avant de voir le gynécologue et que le diagnostic soit fait. Et on a vu la patiente tout à l'heure, elle a l'air assez en forme, elle a eu plusieurs lignes de chimiothérapie. On peut vivre longtemps avec un cancer de l'ovaire? Alors, le pronostic, tout stade confondu du cancer de l'ovaire, il est quand même moins bon que celui du cancer du sein. Après, effectivement, des progrès sont faits, notamment quand le diagnostic est fait à un stade précoce. Alors, je voudrais qu'on parle aussi un petit peu du cancer du col de l'utérus. Est-ce qu'aujourd'hui, le vaccin contre le papillomavirus réduit vraiment le risque de cancer du col de l'utérus? Parce qu'il y a beaucoup de polémiques, mais on ne parle pas du point final. Est-ce que ça protège contre le cancer du col de l'utérus? Ah oui, le vaccin protège du cancer du col de l'utérus, puisque le cancer du col de l'utérus, c'est donc lié à l'HPV, et donc le vaccin est très efficace. Il doit être fait donc chez les patientes entre 11 et 15 ans, et après, il y a une vaccination de rattrapage jusqu'à 19 ans. Dans tous les cas, la vaccination ne dispense pas de faire un frottis de dépistage à partir de 25 ans. Merci, je voudrais quand même me tourner vers Lillison. Vous êtes auteur de bande dessinée de La guerre des tétons. Alors pourquoi, racontez-nous un peu votre histoire. Pourquoi vous avez écrit ces bandes dessinées? Racontez-nous un petit peu votre parcours.
Alors, à 29 ans, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. Oui, on ne s'attend pas à ça à 29 ans. Je me doute bien. C'est jeune. Et puis, j'étais à l'étranger, loin de ma famille. J'habitais au Canada à ce moment-là. Et donc, naturellement, en fait, j'ai toujours fait du dessin. J'ai ouvert un blog, en fait, où j'ai commencé à raconter un petit peu ce qui m'arrivait de manière un peu rigolote, parce que comme je n'avais pas choisi de vivre ça, j'avais envie au moins de choisir comment le vivre. Et puis avec plein de couleurs et donc de l'humour. Et donc voilà, j'ai commencé à découvrir tout ce milieu médical, l'hôpital, etc., en le dessinant pour rendre ça un peu moins dur. Voilà, il y avait des cas dans votre famille, puisque les cancers jeunes comme ça sont assez rares. Oui, alors j'ai appris que ma grand-mère en avait eu 2, j'étais pas au courant. Je ne sais pas si c'était tabou, on n'en parlait pas. Ou Donc la parole ne circule pas dans les familles en tout cas. Elle circule, alors je ne sais pas de quel côté était la grand-mère, c'est peut-être du côté paternel, mais c'est quelquefois difficile pour des jeunes de savoir ce qui s'est passé plusieurs générations avant. Ça dépend, il y a vraiment des histoires familiales ou des ambiances familiales très différentes et qui font que le message ne passe pas toujours. La plupart du temps, oui. Et donc la guerre des tétons, ça a été publié quand la première fois? Alors le premier, il est sorti au Québec en septembre 2014. Et là, le troisième et dernier de la série, parce qu'il faut en finir aussi avec ce sujet-là, vient juste de sortir là, aux éditions Michel Lafon en France. Ah bon, écoutez, c'est formidable. Eh bien, nous incitons tous nos téléspectateurs à lire et à regarder les images, les dessins de la guerre des tétons. Alors, donc maintenant, nous allons parler d'un autre sujet, mais comme il faut aussi parler des hommes, parce que souvent les hommes sont les grands oubliés de la médecine, nous allons passer la parole au professeur Xavier Fleischer, qui va nous parler du cancer de la prostate. Oui, Xavier, donc vous allez nous dire quelques mots sur le cancer masculin qui est extrêmement fréquent, celui de la prostate, et les gens ne s'y intéressent que quand ils arrivent à un certain âge en général. Alors c'est exact, bon, je ne vous apprends rien, le cancer de la prostate est cette fois-ci un cancer masculin. Et en effet, il a fait beaucoup parler de lui ces dernières années. C'est le cancer le plus fréquent chez l'homme en France et c'est aussi le cancer dont l'incidence a le plus augmenté ces dernières années. Alors il est la plupart du temps asymptomatique et il peut évoluer de manière très lente. C'est la raison pour laquelle on n'est pas toujours obligé de le traiter, c'est une des discussions. Sur le diagnostic, l'objectif est, on m'a prêté cette métaphore, de différencier les cancers qui vont menacer la vie, qu'on qualifie de lapins, de ceux qui ne la menaceront pas, les tortues, et de ceux qui pourraient éventuellement la menacer très rapidement, les faucons. Alors ça pourra peut-être donner lieu à une nouvelle bande dessinée. Il y a de nombreux outils, le toucher rectal, l'IRM prostatique, puis les célèbres PSA. Les PSA étant donc des protéines normalement sécrétées par les cellules prostatiques, sachant qu'une cellule cancéreuse va en sécréter jusqu'à 10 fois plus. Et le dernier outil, c'est donc la biopsie pour témoigner de l'agressivité de la tumeur. Toute la difficulté est donc de séparer les cancers tortues, qui vont être simplement regardés et surveillés, puisqu'il n'y a ni symptômes ni risque des décès, et donc pas de nécessité de traitement, des cancers éventuellement plus agressifs. Et la deuxième discussion, c'est aussi le traitement. Bon, bien entendu, il est habituellement chirurgical, c'est l'ablation de la prostate, avec des progrès qui ont été faits ces dernières décennies, l'introduction de la célioscopie, puis maintenant du robot, le célèbre robot. Cette ablation de la prostate va éventuellement peut-être aboutir à la guérison de cancers localisés, mais peut entraîner des complications et des effets secondaires, notamment l'incontinence urinaire et des troubles de l'érection. C'est la raison pour laquelle on essaye de ne pas traiter les patients qui vont éventuellement survivre à ce cancer. Et puis pour finir, il y a des traitements novateurs en cours de validation qui peuvent se cibler, d'enlever de manière focale uniquement le cancer plutôt que toute la glande. C'est d'ailleurs leur nom, des traitements focaux comme les ultrasons et la cryothérapie. Tortue, lapin, faucon, ça peut être une nouvelle bande dessinée pour les hommes cette fois, qui sont souvent pas assez sensibles à leurs questions de santé. Merci à vous tous d'avoir été présents pour cette première partie d'émission. Eh bien, nous allons vous libérer. Et puis, pour la deuxième partie d'émission, nous allons aborder des questions plus intimes dont beaucoup de patientes n'osent pas parler, de l'intimité, de la sexualité, du bien-être pendant et après le cancer. Et nous allons commencer par un reportage présenté par Patrick Loez. L'IPC,
L'Institut Paoli-Calmettes propose une prise en charge globale des patients atteints de cancer dans laquelle le soutien psychologique est partie intégrante des soins. Pour nous, Octobre Rose, c'est tous les mois de l'année. Notre calendrier à nous, il n'est pas décliné essentiellement sur un mois, mais 12 mois dans l'année. Nous travaillons auprès des femmes, nous travaillons auprès de leurs familles, auprès de leurs proches, dans la rencontre avec cette épreuve, parce qu'il faut le dire comme ça, qu'est la maladie cancéreuse. Dans le cadre de la maladie cancéreuse, les patientes vivaient pas simplement une rencontre avec un milieu somatique, des médecins, des chirurgiens, des radiothérapeutes, etc., mais que dans le même temps, au niveau psychologique, au niveau affectif, il y avait beaucoup de questionnements qui se posaient, il y avait beaucoup d'interrogations anxieuses, il y avait beaucoup d'affects très forts et très violents, et qu'il était important, voire opportun, de proposer aussi des choses et de prendre en charge cette réalité-là. Le cancer du sein, c'est quand même une entité en soi qui est un peu particulière, parce que le sein, les seins, ça renvoie à des tas de symboles, des tas d'histoires, de représentations, de vécus. Il y a des femmes qui sont en grande difficulté pour se confronter à leur image même, qui a été modifiée avec cette intervention. Elles disent qu'elles ont des difficultés pour se regarder dans la glace. Elles ont des difficultés simplement pour que quelqu'un les regarde, et que leur mari pose un regard sur leur torse, par exemple. C'est quelque chose qui pour elles est impensable. De les toucher, c'est quelque chose qui est aussi difficile. Donc recouvrer une sexualité, et une sexualité qui était un peu celle auparavant, mais de façon encore plus large, un lien avec son propre corps, vivre son intimité de façon sereine, c'est quelque chose qui n'est pas simple au décours de ce type d'épreuve. Alors parfois, il y a à redécouvrir le réel de son corps, un corps qui est différent, un corps qui va devoir être pensé différemment, vécu différemment, perçu par les autres différemment. Et là, c'est tout un travail, mais vraiment au sens d'un travail psychologique, parfois intense, des femmes pour pouvoir dépasser ces moments-là. Vous savez, les cicatrices somatiques, elles partent très souvent beaucoup plus vite que les cicatrices psychologiques. De retour sur le plateau d'Atout Santé, nous retrouvons Lillison qui a écrit des bandes dessinées La guerre des tétons. Nous accueillons maintenant Yolande Arnaud qui est psychologue, Laure Youinou qui est socio-esthéticienne, et puis notre chroniqueur Hervé Collado. Bonsoir à tous. Alors Yolande, on a tendance à réduire le combat contre le cancer au traitement, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Et c'est fondamental, bien sûr, mais comment faire pour redonner du bien-être, pour redonner de l'estime de soi, du goût de la vie aux patients? Je crois que c'est important de dire aux femmes qui sont atteintes et traitées d'un cancer du sein, de ne pas, enfin moi c'est toujours ce que j'essaye de faire passer comme message quand je reçois mes patientes, de ne pas se résumer à la maladie. Alors c'est sûr que c'est un vrai challenge quand au moment de l'annonce, au moment des traitements, c'est difficile de ne pas se résumer à la maladie. Mais en tous les cas, c'est très important de leur faire passer un message qui serait de prendre soin d'elles un peu autrement. Et c'est ce que provoque très souvent le cancer chez les patientes, de repenser la façon dont elles prennent soin d'elles-mêmes et de les aider, de les accompagner dans ce chemin-là. Alors est-ce qu'en France, ces soins d'accompagnement sont assez présents dans les services d'oncologie ou à l'extérieur? Moi je crois que ça s'est beaucoup développé, enfin ça fait un certain nombre d'années que je travaille en cancérologie. Maintenant, il y a des psychologues et des psychiatres dans toutes les unités, ou quasiment, enfin, même dans d'autres services médicaux. Après, il y a aussi tout un panel d'offres complémentaires qu'on développe de plus en plus dans les hôpitaux, en tous les cas à l'Institut Paoli-Calmettes, qui sont, pour les citer, l'ostéopathie, la psychomotricité, la sophrologie, l'hypnose, la RESC, qui est la résonance énergétique sous-cutanée, l'art-thérapie, etc., etc. Je crois que c'est très important de donner accès le plus largement possible à tous ces soins complémentaires qui sont non médicamenteux, qui ne se substituent pas évidemment au traitement. Ça, je crois que c'est même pas la peine de le dire, mais je le dis quand même. Et qui aident évidemment les patientes à retrouver quelque chose, une part d'elle-même, à avoir un rapport au corps autre que le rapport strictement je suis un objet de la médecine, etc., etc. Et de reprendre vraiment confiance en elle, et aussi d'avoir une représentation un peu différente d'elle-même, et voilà, de pouvoir... Est-ce que les femmes le demandent? Parce que souvent les femmes sont inhibées par rapport à ces techniques qu'elles ne connaissent pas. Est-ce qu'elles sont demandeuses, ou bien il y a des femmes qui les connaissent et qui sont demandeuses, et celles qui en auront peut-être besoin mais qui ne demandent pas? Oui, les deux. Maintenant, les patientes s'informent beaucoup.
Vraiment beaucoup grâce au web, grâce à Internet. Il y a des blogs, il y a des tas de choses qui existent, un dialogue qui s'est vraiment instauré entre patients, et ça c'est vraiment très précieux parce qu'elles ne sont plus les otages, entre guillemets évidemment, du milieu médical. Donc il y a des personnes qui sont tout à fait capables de demander ce type de soins. Et puis nous, on le propose de façon, alors pas systématique, il y a des indications, enfin il y a des périodes aussi pour lesquelles ces soins sont requis ou pas. Merci. Laure Youinou, la socio-esthétique s'est développée dans beaucoup de services d'oncologie. Qu'est-ce que ça a changé pour les femmes et qu'est-ce que ça leur a apporté? Est-ce qu'il y a une évaluation? Qu'est-ce qu'on leur fait en plus, concrètement? Alors effectivement, on intervient dans tous les services, en tout cas sur l'IPC, auprès des patients atteints d'un cancer. Donc il y a une véritable altération de l'image quand on est par rapport au traitement en fait. Et on prend vraiment la personne dans sa globalité, donc on s'est aperçu qu'il y avait des souffrances à ce niveau-là. Donc nous on intervient, on les aide, donc tout ce qui est soins de confort et de bien-être, c'est vraiment un peu des moments privilégiés puisqu'on intervient aussi bien pendant un traitement que pendant une hospitalisation. On les aide un peu on les accompagne et on intervient également sur tout ce qui est prévention un peu de tous les effets secondaires que peuvent apporter les traitements. Et notre but est de les aider à se réconcilier un petit peu avec leur image. Lily, dites-moi, vous avez bénéficié de ces traitements d'accompagnement socio-esthétique, psychologique, art-thérapie? Remarquez, vous l'avez peut-être fait toute seule, voilà. Donc, mais est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir besoin d'aide à un moment donné? Bah oui, totalement, ouais. Bah pour avoir aussi des soins mais non médicalisés, enfin ça fait bien, ça fait du bien pour qu'on prenne soin de nous. C'est vraiment un moment, je pense, où, comme tu le disais, il faut se faire plaisir et prendre vraiment soin de soi, où j'ai fait de l'art-thérapie, j'étais chez l'acupuncteur, chez l'ostéopathe, enfin j'ai vraiment fait plein de choses. Puis c'est cool, ça permet de découvrir aussi toutes ces médecines parallèles-là qui sont vraiment intéressantes. Et alors, donc, est-ce que, parce que c'est vrai que les cancers féminins en général et celui du sang en particulier touchent la féminité dans son essence. Comment réapprendre une vie sexuelle, à aimer son corps? Est-ce qu'il y a des études qui montrent les bénéfices de vos stratégies d'accompagnement sur la réinsertion, dans la vie de femme des patientes? Ah oui, certainement qu'une prise en charge et un suivi psychologique peut aider, évidemment, à regagner du terrain, enfin, en tous les cas, sur ce terrain-là, de l'intimité et de la sexualité. Après, enfin, au moment de l'annonce et pendant les traitements, tout ce qui est de l'ordre de la libido sont quand même assez mis à mal. C'est pas le moment où toutes ces questions-là sont à traiter, parce que l'intérêt pour les patientes au moment de l'annonce et pendant les traitements, c'est comment j'avance d'étape en étape, etc. Donc toutes les questions de l'intimité sont un peu mises de côté. Mais par contre, c'est dans l'après que c'est très important, évidemment, d'accompagner les personnes et puis de les aider à retrouver cette part d'elles-mêmes qui font qu'elles puissent se représenter et se projeter comme de nouveau un objet de désir. Or, quand on a une mastectomie, quand on a certaines douleurs, quand on a un certain inconfort, c'est pas du tout évident de retrouver ce chemin-là. Donc je crois qu'il faut absolument que les couples et les conjoints suivent le rythme des patientes et que chacun avance à son rythme de la façon la meilleure possible, sans brusquer, sans aller trop vite, sans griller les étapes, j'ai envie de dire. Écoutez, merci pour ces paroles d'espoir et pour ces échanges. Je vais donner maintenant la parole au docteur Hervé Collado pour sa chronique pédagogique, parce que dans les soins d'accompagnement, comme dans la prévention, l'exercice physique joue un rôle très important. Et oui, Martine, effectivement, parler activité physique, sport, quand on parle de cancer, ça peut être étonnant, mais on voit la place comme toutes les techniques non médicamenteuses dans cette pathologie. Le sport a une grande place. Alors je vais me faire le relais aujourd'hui d'une association qui est très implantée, puisque je crois que pas mal de personnes connaissent ici cette association, qui est l'association Camille 13, par le biais du docteur Stéphanie Rangarnier, qui travaille beaucoup sur ce domaine-là, et notamment le sport et cancer. Alors faire du sport, c'est pas de l'activité physique, c'est finalement se réapproprier son corps, puisque on sait que quand on a un cancer du sein ou un autre cancer, il va y avoir une transformation physique
et psychologique. Donc l'objectif, c'est de redécouvrir des sensations agréables avec son corps, et le sport est là pour ça. Alors bien sûr, il va falloir être aidé par des coachs qui sont des coachs sportifs, mais qui aussi ont une formation dans le domaine des cancers, et c'est grâce à ces associations-là qu'on arrive à former des coachs, des entraîneurs sportifs qui ont aussi une formation sur toutes ces pathologies. Prendre un temps pour soi hors des soins. En fait, voilà, c'est un peu l'objectif de ça. C'est-à-dire que faire du sport, une activité physique, c'est se dire ben, je vais faire ça, et par l'instant, je ne fais plus ma chimio et tout le reste. Et donc, c'est quelque chose de très important pour redécouvrir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne pensait plus pouvoir faire. Après cette maladie. Donc c'est en gros redonner confiance en notre corps et en nous. Donc cette activité physique, elle est primordiale, et encore une fois, je parle de la CAMI puisqu'ils ont mis en place un programme, ce programme que je vais citer qui s'appelle le programme Médiété, qui est mis en place par des coachs et des médecins, et qui est un programme à la fois de renforcement musculaire, puisqu'on sait que dans les cancers, on va avoir une atrophie musculaire, il faut renforcer musculairement, mais pas que, puisqu'il va y avoir du travail d'assouplissement, du travail de déverrouillage, d'évacuation de stress, de tension, trouver la position, juste la respiration aussi, savoir respirer, ça on l'oublie complètement quand on est stressé par tout ce qui vous arrive, donc savoir respirer c'est quelque chose de très important. L'endurance physique, puisqu'on sait que quand on a un cancer, qu'on a des traitements lourds, on va être incapable de pouvoir marcher 50 mètres, 100 mètres, donc l'endurance physique a une place très importante, et puis surtout, et je finirai par là, c'est que faire une activité sportive ou du sport pendant qu'on a un cancer, c'est restaurer le plaisir de l'effort physique et redonner le goût de l'effort physique à tous ces patients et ces patientes. Merci beaucoup Hervé, parce que c'est vraiment important de parler de l'exercice physique, en particulier quand on est malade et quand on a un cancer. Ça vous redonne de la vie, vous l'avez très bien dit. Merci. Écoutez, maintenant nous allons accueillir bientôt Fanny sur le plateau pour la chronique du web. Bonjour Martine, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je me suis intéressée au blog de l'espoir suite à un article paru dans Cosmo. Alors ce sont ces femmes qui se battent contre le cancer du sein en racontant leur histoire à travers des blogs. Parmi ces femmes, il y a bien évidemment Lily Son qui est présente aujourd'hui avec nous sur le plateau. Donc Lily, votre blog Ciao Gunther a été une manière pour vous de vulgariser la maladie. Pour rappel, c'est en 2014, le jour de la Saint-Valentin, que le verdict tombe. Donc vous êtes à Montréal, vos proches sont eux en France. Difficile d'annoncer la nouvelle par téléphone, alors vous le faites à votre manière. Comme vous êtes graphiste de formation, vous dessinez et dans une bulle vous écrivez A3, 1, 2, 3, j'ai le cancer du sein. Alors c'est seulement quelques jours plus tard que vous lancez votre blog sous forme de bande dessinée. C'est ensuite que vous êtes contacté par une maison d'édition pour publier les dessins de votre BD. La guerre des tétons. Donc, c'est une très belle réussite, Lily. Et au nom de toutes les femmes, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos écrits. Ils sont extraordinaires. Allez. Il y a aussi une histoire de Nathalie. Dans son blog Mélitotus, en 2007, elle est maman de 2 enfants et attend un 3e. Une douleur dans le sein droit est venue perturber sa grossesse. S'ensuit des examens et un diagnostic. Alors, ils disent qu'il faudra d'abord déclencher l'accouchement, ensuite l'ablation des seins et dans la foulée, la chimio. Bref, c'est le choc. C'est en voulant s'informer sur la maladie et en ne découvrant rien sur le net que Nathalie a eu l'idée de créer le blog. Dans ce blog, elle permettrait de raconter sa reconstruction. Elle y met tout ce qu'elle aurait aimé dire, connaître, ressentir pour moins souffrir de cette situation. Ce qu'elle souhaite par-dessus tout, c'est apporter l'espoir aux gens qui n'en ont plus vraiment. Donc un grand bravo également à Nathalie. Il y a ensuite Julie et son blog Femininity and Jai pour rendre les femmes plus belles avec la maladie, dit-elle. Donc c'est au moment où Julie retrouve dans ses placards ses foulards colorés et ses fausses franges à clipser que son blog est né. Julie poste des tutos rubans, prend des selfies et parle beauté sur son blog. En un an, son blog explose et bientôt elle va lancer sa propre collection de fausses franges et de turbans. C'est la manière dont Julie a choisi de vivre avec le cancer. Il y a pour finir Catherine et son blog Catherine Cérizet pour faire bouger les choses. Son expérience du cancer est assez étrange car ils n'y ont pas décelé la maladie dès le départ. Petite boule dans le sein qui paraît mener à une opération bénigne au départ. Le kyste est donc retiré, mais au moment du contrôle de routine, le médecin s'aperçoit qu'il n'y a pas que cela et qu'un cancer est bien là, et ce depuis le départ. Dans son blog, Catherine évoque son histoire mais choisit surtout de militer et de l'alimenter de news cancer.
Elle est là pour aider et informer le plus grand nombre sans détour, car pour elle, un patient bien informé est un patient mieux soigné. Alors mesdames, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ces blogs qui sont super intéressants et consommez de l'information sans modération. Allez-y. Merci beaucoup Fanny. Merci à vous. Merci. Écoutez, c'est la fin d'Atout Santé. Nous remercions tous les intervenants, les invités et les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. En attendant, vous pouvez visionner notre émission sur notre chaîne YouTube Atout Santé. Vous pouvez nous adresser vos commentaires, vos questions sur atoutsanté@atout-org.com ou sur Facebook Atout Santé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un prochain numéro d'Atout Santé. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez acteurs de votre santé. Regardez Atout Santé avec l'Institut Paoli Calmettes et relevons ensemble le défi rose contre le cancer du sein.